Bonjour à tous et bienvenue dans notre web-série Training Media, organisée par LGM Digital. Bienvenue dans ce troisième épisode qui s'intitule May the norm be with you ou que la norme soit avec toi. Donc je me présente, je suis Gilles Baudou, je suis responsable métier training au sein de notre direction technique et de l'innovation de LGM et je suis accompagné aujourd'hui de Christophe Lestier. Bonjour Christophe. Bonjour, Christophe Lestier, je suis moi aussi au sein de la direction technique et de l'innovation et je suis responsable des métiers du soutien logistique intégré et du maintien en conditions opérationnelles, plus connu sous le nom de MCO. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler donc de la spécification S-Similité. Comme là, on a affaire à un public plutôt axé sur la formation, le training, je vais me permettre de vous redonner la définition de ce qu'est le SLI. Ensuite, on va aborder ce que sont les ASD et les S-Series, les Support Series. On va parler ensuite de la S-Similité, qui est l'objet principal de notre webinaire. On fera un rapide petit tour sur le data model derrière cette S-Similité et on conclura enfin ce webinaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le SLI? Alors, le SLI, c'est le soutien logistique intégré. En anglais ILS, donc Integrated Logistic Support. On a un but en SLI, c'est de trouver le meilleur optimum entre le coût global de possession, le Life Cycle Cost, le LCC, et la disponibilité opérationnelle, donc availability, operational availability. Cet optimum est fixé généralement par le client, par le futur exploitant du système. C'est pour ça qu'on ne cherche pas forcément le système avec la meilleure disponibilité et le moindre coût, mais on va rechercher en fonction de ce qu'a besoin le client. Un client militaire aura besoin d'une forte disponibilité avec un coût peut-être un peu plus élevé, ce qu'un client dans le ferroviaire n'aura pas forcément les mêmes besoins. Comment est-ce qu'on réalise cela? On réalise ça avec on a deux moyens de réaliser nos études SLI. Notre premier moyen, c'est d'influer la conception. Donc, on va avoir un impact sur la conception avec des outils de sûreté de fonctionnement, donc tout ce qui est fiabilité, maniabilité, où on va prendre le système et on va le critiquer positivement, forcément, identifier ses failles pour améliorer sa disponibilité. On ne peut pas tout faire forcément pour la conception. Ça va être impossible pour nous de rendre un système indéfaillible, si je puis dire. Donc, du coup, on a une autre façon, un autre outil à notre disposition qui va être de créer le système de soutien, le système de support avec des outils d'ASL, donc d'analyse du soutien logistique. Donc, ce système de support, en fait, ça va être l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de maintenir votre système pendant son utilisation. Donc, ça va être tout le personnel, le plan de maintenance, etc. Voilà rapidement un peu ce qu'est le SLI. Alors, le SLI, en fait, c'est une discipline rigoureuse et flexible, en fait, qui va nous permettre d'associer le système principal. Donc, le système principal, qui en général est un système complexe chez nous. Un système complexe, donc ça va être un char, un train, un navire. On fait pas de SLI sur un crayon, sur une montre. Un système complexe, c'est un système qui utilise plusieurs technologies et qui a de très longues durées de vie et aussi de conception généralement. Donc, on applique ça plutôt sur des systèmes qui ont 20 30 ans de durée d'utilisation. Donc, ce système principal, pendant qu'il est conçu, on va concevoir, nous, le système de support. Donc, on va concevoir l'ensemble des éléments qui permettent à votre système d'être opérationnel pendant ces 20, 30, ou maintenant, on commence même à avoir des systèmes qui partent sur 40 ans. Tout cela est réalisé en parallèle. En SLI, en sciences logistique intégrée, on fait de l'ingénierie concurrente. C'est-à-dire qu'on réalise nos études
en même temps que la conception. Si vous faites du SLI, une fois que le système il est déjà conçu, bah, vous comprendrez bien que vous allez avoir beaucoup de mal à influencer la conception pour le rendre plus fiable et que votre système de support va être démesuré parce qu'il va falloir compenser un peu tout ce que votre système principal n'aura pas pu avoir comme bonne caractéristique. Donc, le système de support, oui, tu peux y aller. Le système de support, il est composé de plusieurs produits logistiques qu'on va parcourir rapidement. Donc, c'est le produit que nous, on va créer. Donc, comme produit logistique, on va avoir tout ce qui est les pièces de rechange, donc les pièces nécessaires à la réparation de votre système. On va avoir tout ce qui est définition des compétences. Pour maintenir ou utiliser mon système, je vais avoir besoin d'un mécanicien, d'un électronicien. Oui, mais combien il en faut? Quelle charge de travail va amener l'intégration d'une nouvelle flotte dans les forces, par exemple, pour qu'on sache combien de personnel il va y avoir besoin en plus. On va voir tout ce qui est ensuite software support, donc le soutien logiciel. Le soutien logiciel, ça va être aussi bien donc la maintenance logicielle, mais aussi les logiciels de soutien, donc type les GMAO, par exemple, donc gestion de maintenance assistée par ordinateur, pardon. On va avoir le plan de maintenance. Le plan de maintenance, c'est l'élément central en fait de notre analyse logistique. Hein. C'est ce plan de maintenance qui va contenir l'ensemble des tâches préventives et correctives à réaliser sur votre système. Ensuite, on va avoir les outillages. Donc, les outillages aussi bien standards que les outillages spécifiques pour entretenir un système et avec des outillages spécifiques, gagner même du temps pour la détection aussi également, tout ce qui est moyen test. On va avoir ensuite tout ce qui est technical publication, donc la documentation technique, documentation aussi bien de maintenance que d'utilisation et aussi les catalogues de pièces pour pouvoir les commander et surtout les localiser aussi sur votre système. On va avoir des études sur tout ce qui est infrastructure. Donc vos systèmes, ils vont être stockés dans des hangars, par exemple. Ces infrastructures vont être décrites. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est PHST, donc en français, c'est EMMST, donc emballage, manutention, marquage, stockage et transport. Donc, c'est toutes ces pièces, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les transporte, comment on les emballe, est-ce qu'on peut les faire voyager par avion, par navire, etc. Et enfin, le dernier support element, qui est le training. Hein, donc, on en vient au sujet principal donc de cette web série. Donc, on voit que la brique training, la brique formation, elle s'intègre complètement dans le système de soutien. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant aussi lors de cette session aujourd'hui. C'est que le training fait partie d'un ensemble plus large du soutien. Et donc, vous comprenez, comme Christophe l'a bien évoqué, l'importance des compétences. Eh bien, ces compétences, il y a un écart entre le besoin en compétences et les compétences actuellement présentes dans une organisation ou dans une entreprise. Le but, c'est de pouvoir compenser par la formation cet écart de compétences, pouvoir compléter les compétences des personnels, de manière à ce qu'ils puissent opérer déjà, donc utiliser le système complexe de manière correcte, de manière optimale, mais aussi que les tâches de maintenance puissent être réalisées, que le troubleshooting puisse être fait. Et tout ça donc passe par le training. Donc le training est vraiment une brique à part entière du soutien qui a toute son importance. Aussi de plus, ce qu'on se dit souvent hein, dans cette ingénierie du soutien, c'est que une fois que le système il est livré aux utilisateurs finaux, mais déjà le premier contact qu'ils vont avoir avec le système en général, c'est la formation. Donc réception du système, formation et lors de l'utilisation, lors de l'exploitation du système, les deux volets qui va accompagner les utilisateurs, c'est cette formation et la documentation technique. Donc, c'est des éléments essentiels de l'ingénierie du soutien. Alors, on en vient justement à ces spécifications, spécifications S-série. Donc, il y avait une petite je dirais un petit écart dans le titre. On vous parlait de normes, en fait, la S-similité, c'est une spécification. La différence entre une norme et une spécification, c'est que la spécification, elle va permettre
d'utiliser uniquement les briques dont on a besoin dans un projet. Donc, c'est en effet, il y a un caractère normatif, un caractère un cadre qui est donné à un flux de travail qui est donné à des données qu'on va utiliser pour caractériser des activités de soutien. Mais donc, l'avantage d'une spécification, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. C'est quelque chose c'est une recommandation qui permet qu'on s'accorde entre différentes parties sur un workflow, sur des données à produire, sur des données à utiliser pour donc gérer ces problématiques de soutien. Donc, il y a une organisation qui s'appelle ASD, donc ASD qui est une association qui représente les industries aéronautiques, spatiales et de défense en Europe. Et cette organisation ASD a décidé un jour d'éditer des spécifications pour l'ingénierie du soutien, donc ce qu'on appelle les S-Series, mais accompagné de l'équivalent américain, l'AIA, donc pour American Aerospace Industry Association, qui est en fait l'équivalent américain de l'ASD, qui sont mis ensemble pour justement développer ces S-Series ensemble et en faire une norme aujourd'hui connue mondialement, en tout cas transatlantique à minima, qui permet de gérer toutes ces spécifications du SLI, du soutien logistique intégré. Et donc LGM est partie prenante de cette organisation ASD, AIA, donc dans la rédaction et dans l'utilisation de ces spécifications S-Series. Donc, aujourd'hui, nous allons surtout parler de la S-Similté, donc sa carte d'identité. Donc, le titre de la S-Similté, c'est International Specification for Training Analysis and Design. Donc, la première version, toute récente, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est une norme, c'est une spécification qui n'est pas encore beaucoup connue, parce que la première version a été publiée en mars 2020. La seconde, donc c'est une version partielle qui couvre une grosse partie du sujet, mais qui doit encore être complétée pour certaines parties. Et ça, ce sera l'objet d'une seconde version qui sera publiée normalement en mars 2021. C'est un document aujourd'hui de 386 pages, découpé en 8 chapitres, et vous pouvez retrouver cette norme sur le site dédié, donc www.s6000t.org. La S-Similté, elle s'articule autour d'un modèle bien connu des ingénieurs de formation, le modèle ADI. ADI pour Analysis, Design, Development, Implementation et Evaluation. Rapidement, un petit rappel sur ce modèle ADI qui nous accompagne tout au long de cette série de webinaires. La première phase, Analysis, c'est lors de cette phase-là qu'on va déterminer qu'est-ce qui va influencer la formation, définir les différents intervenants, définir quels sont les rôles qui vont être entraînés, quelle va être l'activité de ces rôles et quel va être finalement l'objectif général de la formation, donc qui va se traduire dans un Training Needs Analysis, une analyse du besoin de formation. Lors de la deuxième phase, la phase de design, c'est lors de cette phase-là qu'on va concevoir, qu'on va définir les objectifs d'apprentissage et qu'on va concevoir notre parcours de formation. C'est-à-dire que ces objectifs d'apprentissage vont être structurés en modules, en leçons, et on va également sélectionner les médias, donc les moyens pédagogiques adéquats pour répondre aux besoins de formation. La troisième phase, c'est la phase de development. C'est la phase où on va produire les éléments de formation, les moyens pédagogiques. La quatrième phase, implementation, ou mise en œuvre en français, c'est à ce moment-là qu'on diffuse le message vers les apprenants que le training est à proprement parler dispensé. Et la dernière phase, evaluation, c'est dans cette phase-là qu'on vérifie qu'on a répondu à ce training needs analysis, aux besoins de formation, par déjà évaluer la satisfaction des apprenants, aussi valider les acquis, est-ce que les compétences ont été acquises, et également, on peut aussi analyser le ROI, le Return on Investment de la formation. Donc ça, c'était un petit rappel sur le modèle ADI, sachant que la S-Similté, elle s'occupe des phases Analysis Design. Et donc, vous allez voir
les autres phases, elles font en fait l'objet d'autres spécifications ASD, mais nous allons le voir. Mais donc retenons, l'AS Similité, elle couvre les phases analysis design du modèle ADI. Donc l'objet de l'AS Similité, c'est donc de définir un niveau d'exigence et définir les données nécessaires à ce produit de formation dans le cadre de l'ingénierie du soutien. Donc, c'est vraiment d'intégrer et de faire les liens avec les autres produits du soutien et le training, et d'intégrer ce training au même titre que les autres grâce à une spec qui permet de comprendre, qui permet de collecter des données amont, qui permet de produire des données de manière standardisée, de manière à ce que ce training soit intégré en tant que brique du soutien à part entière. Comme je vous l'ai dit aussi, ça va couvrir les phases analysis design, et donc c'est de s'accorder sur un processus et sur un workflow d'activités à réaliser lors de ces phases analysis design qui est standardisé dans l'industrie. Je repasse la parole à Christophe pour nous expliquer un petit peu plus justement cet ensemble ASD et S-Series et d'aller un peu plus en détail dans les différents liens et dans les processus d'ingénierie du soutien. Merci. Effectivement, on va reprendre un petit peu de hauteur. On s'était focalisé un peu sur la Similité. Elle navigue dans un environnement assez complet. Alors là, je vais vous montrer un peu le graphique le plus connu des S-Series. Donc, on part sur votre gauche, donc le design system and support equipment, donc c'est le bureau d'études et ses fournisseurs, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de bureaux d'études qui designent tout un système seul. Donc, le bureau d'études et ses fournisseurs, qui va aussi réaliser certains support equipment comme les outillages, par exemple. Et sur la droite, on va retrouver notre système en service. Donc, on part de ce bureau d'études. Ce bureau d'études, on va échanger avec lui les données de design, les données donc de conception, mais on va aussi recevoir des operational data, mais des données opérationnelles de retour d'expérience, par exemple, ou des données opérationnelles qui peuvent être les exigences de votre client, de l'exploitant. Ces données, on va commencer par les utiliser dans un premier bloc pour faire un plan de maintenance préventive. Donc, ce plan de maintenance préventive, il va être créé et priorisé en fonction de l'impact des défaillances. Ce sont des défaillances qui ont un impact sécuritaire, un impact sur la disponibilité, pas forcément sécuritaire, et en dernier lieu, un impact, entre guillemets, juste économique. Et ça va nous permettre de prioriser nos actions de maintenance et de se dire est-ce que je fais du préventif ou est-ce que je peux laisser tomber en panne, et dans ce cas-là, je ferai du correctif. Ce bloc échange avec forcément avec tout ce qui est LSA, Logistic Support Analysis, ASL, analyse du soutien logistique, donc qui est un peu le cœur des études de SLI. Donc comme on l'a vu au départ, c'est nos analyses ASL qui nous permettent de créer notre système de support. Donc ces deux blocs, c'est un peu le cœur de notre étude SLI. On va en déduire du coup, parce que en ASL, sur la partie S3000L qui a l'aspect qui gère la SL, on a une vingtaine d'études différentes, et ça va nous permettre de générer un ensemble de données. Et ces données, on va les échanger avec les autres pans du SLI, qui sont les moyens de soutien. Et les principaux moyens de soutien qu'on a aujourd'hui, qui sont identifiés dans les S-Series, ça va être, dans un premier lieu, tout ce qui est provisioning en matériel soutien, donc tout ce qui va être l'approvisionnement en pièces, donc l'identification de toutes les données nécessaires pour approvisionner vos pièces de rechange, et surtout quelles pièces de rechange je vais avoir besoin. Aujourd'hui, un système, on ne va pas le décomposer jusqu'à la résistance et rendre une résistance approvisionnelle, on va dire. On va plutôt se mettre au niveau de la carte électronique ou encore d'un système supérieur en fonction du temps qu'il faut pour réparer votre système. Donc, une analyse technico-économique qui est réalisée. Ensuite, on va échanger aussi avec tout ce qui est technical publication, donc on a pu le voir, donc la publication, donc ça va être de la documentation aussi bien de maintenance, la documentation d'utilisation, ou le catalogue illustré qui lui échange avec la partie approvisionnement. Et enfin,
on a la partie training pour former nos opérateurs, que ce soit l'utilisateur, le maintenancier, si on a des nouveaux systèmes qui viennent de rentrer dans les forces ou des systèmes qui ne sont pas forcément connus. Et l'ensemble de ces données partent une fois que votre système il est à la disponibilité opérationnelle attendue avec les coûts global de possession attendus, donc par votre client, on peut le mettre en service. Et une fois qu'il est en service, on va avoir un retour d'expérience. Ce retour d'expérience qui va permettre, grâce à tout un modèle de données défini par les specs, de communiquer avec chacune de nos spécifications pour améliorer notre système de support. Et tout cela est géré par, je vous parlais d'un modèle de données commun, le Common Data Model, qui est géré par la SX002D. Et enfin, donc, du coup, si on remet, là, on va revoir l'ensemble des S-Series. Donc, on va retrouver la S4000P. La S4000P, donc, était le premier bloc, le P pour préventive. À chaque fois, la dernière lettre, c'est ce qui vous aidera à vous retrouver. Pour savoir, parce qu'entre les 3000, les 2000, les 1000, on se perd facilement. Donc, le P de la S4000P pour le préventive. La S3000M, qui est le L pour logistique. La S2000M, le M pour matériel. La S1000D, le D pour documentation. Et la simulté avec le T pour training. Et tout ça est chapeauté en haut par la petite norme, la SX00I, qui est l'aspect qui chapeaute le tout. Donc, c'est l'aspect SLI. Parce que là, on a parlé d'ASL, de maintenance préventive, de matériel, de doc et de training. Et c'est le SLI qui chapeaute tout ça. Et oui, j'ai oublié l'aspect, l'une des specs les plus complètes, qui est la S5000F. F pour feedback, donc qui est le retour d'expérience. Je dis que c'est une des plus complexes parce que c'est elle qui communique avec tous les aspects et du coup qui a des données en commun avec tous les aspects et c'est sur elle qui est adossé le Common Data Model. En fait. Merci Christophe. Et donc pour resituer et faire le focus donc sur la S6000T, nous voyons donc que la S6000T, elle va couvrir les phases analysis design. Elle va se nourrir, comme on l'a vu avec Christophe, elle va récolter des données des autres disciplines du soutien, notamment le soutien de l'ASL, l'analyse du soutien logistique, et également la S1000D, donc la documentation technique, qui vont être des données d'entrée pour la S6000T. Et la S6000T, on avait vu donc dans le processus ADI, donc la troisième phase est la phase de development. Elle va nourrir, elle va spécifier les moyens pédagogiques qui doivent être développés, mais qui sont déjà qui sont déjà couverts par la norme S1000D, donc la norme dédiée à la technical publication. Cette norme intègre donc la production de moyens pédagogiques, donc le caractère normé des moyens pédagogiques. Et dans une future version de la 5000F, la phase evaluation sera couverte donc dans la 5000F qui est dédiée à la brique feedback. Alors un petit focus sur les phases analysis et design, vu que ce sont ces phases-là qui occupent la S6000T. Donc la première étape de la phase analysis, c'est de se rendre compte de la situation. Prendre en compte la situation d'une organisation, prendre en compte la situation des apprenants ou des candidats apprenants et donc d'avoir une approche haut niveau. Et ça va être l'objet du premier chapitre, premier paragraphe, donc de la première activité de la S6000T. Ensuite, on va considérer les rôles en tant que job et la mission de l'organisation. Donc, qu'est-ce que l'organisation a pour objet et quels sont les rôles qui vont réaliser justement ces activités dédiées à la mission d'une organisation. Et ces rôles sont définis, donc on parle souvent de task analysis ou analyse de tâches ou analyse d'activités. Donc ces rôles vont faire l'objet d'une analyse d'activité de manière à comprendre le contexte de ces rôles, ce qui va par la suite définir les objectifs d'apprentissage. Ensuite, on va sélectionner les tâches qui sont candidates au training, parce que toutes les tâches ne sont peut-être pas influencées par l'intégration d'un nouveau système ou d'un nouvel équipement dans une organisation.
peut-être uniquement une partie des tâches. Et c'est cette sélection de tâches qui va permettre ensuite de définir des objectifs exhaustifs et justifiés, de ne pas dépasser le cadre du besoin et donc d'avoir des formations optimisées. Ensuite, ben voilà, on va réaliser cette analyse des tâches sur les tâches qui sont sélectionnées et développer une stratégie de formation. Ça, c'est l'ensemble de la phase analyse qui peut se terminer par un Training Needs Analysis Report qui peut être la synthèse de toute cette phase analyse. La deuxième phase est la phase de design. Voilà, donc je vous ai mis le workflow actuel donc, qui est en cours de discussion, en cours de développement au sein du Steering Committee S6000T, sachant que ce workflow peut encore légèrement évoluer d'ici à la release de la version 2 de la S6000T, étant donné que le chapitre dédié au design est le chapitre qui aujourd'hui est partiel et qui, donc c'est le chapitre 4 que vous retrouvez dans la spec. Ce chapitre 4, il est encore en cours d'écriture. Il y a déjà des éléments. Néanmoins, il est encore sujet à évolution et c'est clairement précisé dans la S6000T que ce chapitre il est aujourd'hui partiel. Donc, pour les activités principales de la phase de design, la phase de conception, c'est tout d'abord d'identifier la population cible. La population cible sur base du modèle KSE pour Knowledge, Skills, Attitude, qui va nous permettre de caractériser justement cette population cible pour la formation. Ensuite, vous avez vu à l'étape précédente, dans la phase analyse, il y a une analyse des tâches. Et donc, ce sont ces tâches qui vont faire l'objet de la formation, où on va analyser l'écart entre ce que l'organisation a besoin, donc les compétences nécessaires pour la réalisation des tâches et les compétences actuelles de la population d'apprenants. Et donc, c'est ce learning analysis, ce gap analysis qui va permettre de développer ensuite des learning objectifs précis, adaptés à la population d'apprenants et adaptés aux besoins de l'organisation en fonction de l'activité des rôles. Ensuite, on va définir une stratégie d'évaluation, une stratégie qui va nous permettre de valider les acquis, de valider les nouvelles compétences acquises. Ceci va découler dans une stratégie pédagogique. Quelle va être la stratégie déployée? Est-ce qu'on va être sur plutôt du distanciel, du présentiel? Si on est sur du multisite ou un site, si on est sur un programme international, tout ça va influencer notre stratégie pédagogique, notre stratégie de formation. Ensuite, vient une étape assez cruciale aujourd'hui, c'est la sélection des médias. Vous savez aujourd'hui qu'on a un panel de médias très large disponible pour la formation. On a tous nos médias présentiels qu'on connaît, PowerPoint, exercices pratiques sur équipement, mise en situation, etc. Et puis, il y a tous ces médias plus innovants, e-learning, réalité virtuelle, réalité augmentée, des moyens de simulation, simulation au pilotage d'avion, simulation à l'exécution de tâches de maintenance dans un certain contexte, etc. Donc, on a un panel très large. Et la S6000T, elle va nous aider aussi à procéder à cette définition et sélection des médias appropriés. Ensuite, on va structurer nos learning objectives, nos objectifs d'apprentissage en modules, en leçons, et on va venir greffer ces médias à chaque objectif d'apprentissage ou à chaque leçon, de manière à répondre à de manière à couvrir l'objectif d'apprentissage et de pouvoir transmettre l'information aux apprenants. Comme dans tout bon système de soutien, nous avons aussi besoin d'analyser les alternatives au cas où une alternative s'avérerait plus efficace. Donc, il y a une étape qui est dédiée à l'analyse de ces alternatives, comme à une alternative pour réaliser une maintenance, pour réaliser certaines tâches. On peut avoir une alternative pour réaliser une formation, soit via d'autres médias, soit via d'autres objectifs. Les dernières étapes sont la définition du système de formation. Le système de formation, qui est un système qui va déployer des approches blended learning, qui va nécessiter des fonctionnalités particulières pour répondre aux besoins des apprenants. Et la dernière étape est justement la mise en forme, la synthèse
de toute cette activité de conception pédagogique au travers d'un course curriculum, ou parfois aussi appelé course syllabus, qui va nous résumer toute la structure des parcours, la structure des cours, les moyens pédagogiques associés et les modalités de déploiement des formations. Voilà. Je repasse la parole à Christophe qui va vous parler du Common Data Model. Oui, effectivement, je vous parlais très rapidement du Common Data Model parce que, comme on l'a vu sur le grand schéma des ASD, S-Series, on communique avec l'ensemble des autres spécifications et la communication se fait pas par mail, hein, ça se fait par des messages et ce qu'on échange, ce sont des données. Alors, on échange des données entre certaines specs. Chaque spec a son propre modèle de données. Et dès qu'une donnée est utilisée aussi bien, par exemple, par la S3000L que par la S-Similité, donc la partie ASL et la partie Similité, par exemple, elles peuvent partager la configuration du système, parce que c'est important de savoir à la formation sur quelle configuration vous allez former vos opérateurs. Ça vous évitera de les former sur un système qu'ils ne vont pas utiliser. Du coup, pour cela, on a le Common Data Model, donc le CDM, voilà, qui décrit les données qui sont utilisées entre deux spécifications. Donc ça, c'est géré par la SX002D. Comme pour toutes les spécifications, c'est le langage UML, donc Unified Modeling Language, qui est utilisé pour représenter toutes ces données. Donc là, on a un exemple sur le slide d'après où on voit, voilà, c'est comme cela que sont présentées l'ensemble des données. Donc sous forme d'UOF, actuellement sur la S-Similité, on a une trentaine d'UOF. Donc c'est une décomposition en fait. UOF, pardon, c'est Unit of Functionality. C'est une décomposition en fait du modèle pour toute la Similité en sous-chapitres. Et donc là, ça vous permet de voir l'ensemble des données. Par exemple, là, c'était pour la priorisation d'une formation. Vous allez retrouver l'ensemble des données que dans les groupes ASD, on a trouvé utiles pour définir cette priorisation. Comme l'a dit Gilles tout à l'heure, on est sur des spécifications. Donc, vous ne serez pas obligé d'utiliser forcément toutes les données. Il n'y a que certaines données qui vont être utilisées. Donc, ça, c'est à vous de voir avec votre client ou avec l'exploitant, généralement, quelles données il va avoir besoin. On n'applique pas la S-Similité ou la 3000L ou la 2000M ou la 1000D en disant « je vais prendre toutes les données ». Ce n'est pas possible parce que justement, ces spécifications sont applicables par tous les domaines. Donc, ça peut être applicable dans le ferroviaire, dans le nucléaire, dans la marine, dans l'armée de terre, pour l'armée de terre, l'aéronautique. Et on comprendra bien que les données ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, les spécifications ASD sont vraiment là pour favoriser l'échange entre un exploitant et un fournisseur. C'est vraiment dans ce but-là qu'elles ont été créées. Et ces modèles UML nous permettent de mieux comprendre comment les données s'articulent entre elles et comment on va communiquer entre les spécifications. Alors après, je vais faire rapidement un petit exemple. Là, on ne va pas parler de données. Tu peux passer à la slide, s'il te plaît, Gilles. Un petit exemple, par exemple, on pourrait penser, on a une nouvelle pompe qui va rentrer dans votre système, dans votre exploitation. C'est une pompe, par exemple, à palier magnétique actif, donc électromagnétique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un palier à usure qu'on avait avant, un palier à friction qu'on avait avant, on a un palier électromagnétique. Donc, l'ASL va mener différentes études avec certaines conclusions. Donc, l'ASL va faire, par exemple, une analyse d'étage de maintenance. Il va se dire, bah, tiens, je vais avoir moins de maintenance sur l'électropompe en elle-même parce que j'ai moins d'usure. Mon palier électromagnétique ne s'use pas, donc je ne vais plus avoir ces opérations-là forcément à faire, mais je vais avoir d'autres opérations à réaliser sur les armoires électriques de gestion, par exemple, de mes paliers. Voilà, j'ai donc un nouveau matériel qui arrive. Donc du coup, je vais avoir peut-être besoin de nouvelles compétences. Il n'y avait peut-être pas ces compétences dans mon équipe. Et quand je fais mon analyse justement opérationnelle de voir qu'est-ce que j'ai chez mon exploitant, chez le futur exploitant du système, je me rends compte que lui, il n'a pas ces compétences en interne. Donc du coup, je transmets l'ensemble de ces informations à la S-Similité. Donc ça va être suivant.
Donc, du coup, j'ai nouveau matériel, besoin de nouvelles compétences. Donc, je vais passer l'ensemble de ces données au training qui va définir justement la formation à réaliser. La formation à réaliser, ça va être un certain nombre de tâches de formation à donner, donc aussi bien des tâches d'utilisation que des tâches de maintenance. Et la SIMILT va me permettre aussi de savoir quel média je vais choisir. Et l'ensemble de ces données sont ensuite transférées vers la S1000T, vers la S1000D, pardon, qui va mettre en œuvre l'ensemble des données transmises par le training. Là, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai une donnée de gestion de configuration, elle va être gérée depuis la 3000L, elle va passer au travers de la SIMILT pour arriver aussi sur la S1000D. D'où l'intérêt de l'ensemble de ces spécifications qui font que la donnée, elle est utilisée une seule fois, ce qu'on appelle l'unicité de la donnée. Elle est utilisée une fois, elle part du bureau d'études, elle transite via les analyses ASL et elle est ensuite diffusée au training et à la documentation technique. Donc voilà pour ce rapide exemple. Merci Christophe. Donc on arrive tout doucement au bout à la fin de notre session. À savoir que nous avons vu qu'il y avait beaucoup de spécifications, hein, donc diverses spécifications qui couvrent chacune ou qui couvrent plusieurs briques du soutien logistique intégré, avec un modèle de données qui est parfois complexe et sur lequel on n'a pas spécialement envie d'y passer énormément de temps, ou si on doit faire un travail manuel, c'est pratiquement aujourd'hui impossible. Si on devait traiter ce modèle de données dans de l'Excel ou dans du Word, ça s'avérerait vraiment des tâches compliquées. Donc, on a besoin de s'aider par rapport à l'exploitation de ce modèle de données. Et c'est pour ça que on peut utiliser des outils dédiés, donc des logiciels qui vont être développés pour respecter les contraintes de ces specs et qui vont supporter les ingénieurs d'analyse du soutien logistique, les ingénieurs de la documentation, les ingénieurs du training, les ingénieurs de la maintenance, les ingénieurs du provisioning, hein, du réapprovisionnement, vont pouvoir s'aider de différents outils. Donc c'est le cas chez LGM, c'est ce que nous développons. Donc aujourd'hui pour la S1000T, donc elle est récente. Aujourd'hui nous avons un outil qui s'appelle Training Designer, mais qui est à l'état aujourd'hui de prototype. Par contre, nous avons différents outils qui couvrent la S3000L, donc avec un outil qui s'appelle ELSA, l'outil Teddy qui couvre la S2000M et un outil de publication, donc d'édition et de publication de documentation technique qui s'appelle EVE, donc qui est conforme à la S1000D. Voilà, donc nous arrivons à la fin. Pour conclure, je dirais donc retenez que la S1000T, donc c'est la norme dédiée à l'ingénierie de formation qui couvre les phases analyse design, donc le training needs analysis et le training design avec les différents activités qu'on a vues, hein, définition des jobs, des rôles, des tâches, donc analyse d'activités, la stratégie de formation, l'identification de la population cible, définition des objectifs d'apprentissage et sélection des médias appropriés. Tout ceci couvert par un data model commun aux S-Series, qui vient s'intégrer au modèle commun des S-Series, donc pour s'intégrer avec les activités de maintenance et support, avec les activités doc, donc ici, je reprends les activités training et gestion des compétences au sein des ressources humaines. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup Christophe aussi pour ton support précieux et ton expertise dans l'ingénierie du soutien. Nous voulons, maintenant on peut laisser place aux questions et aux réponses. Vous avez dans l'interface du webinaire un endroit où vous pouvez nous poser vos questions. Donc, nous allons regarder et voir s'il y a des questions particulières. Donc, je vois la première question de Madame Pitaval. Donc, connaissez-vous à ce jour un industriel souhaitant implémenter rapidement la S6000T ou un client l'exigeant? Oui, on en connaît un avec qui on travaille, mais je pense que vous êtes de cet industriel-là. Donc, Naval Group est très intéressé aujourd'hui pour intégrer la S6000T au sein de différents programmes.
notamment sur le programme de chasseurs des mines belgo-néerlandais, qui pourrait être le premier programme qui va intégrer la S6000T, en parallèle d'autres programmes marines françaises. Voilà. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Naval Group sur le training, notamment avec Naval Group Simulator. Donc, il y a un gros souhait d'avancer, surtout de coupler toutes les activités S3000L, S1000D, sur lesquelles Naval Group est déjà très avancé, très expert dans la production de documentation technique S1000D. Donc, évidemment, la S6000T viendrait vraiment compléter l'utilisation des specs dans les activités de Naval Group. Voilà, ça c'est un bon exemple. J'en ai pas d'autres en tête aujourd'hui, mais on commence à en parler notamment aussi chez un de nos clients qui est Dassault, qui est aussi aéronautique, défense, ça aurait tout son sens. Et aujourd'hui, ils y pensent très fortement. Les premières discussions ont été initiées, sachant que voilà, on est sur quelque chose de tout à fait récent. Hein. La norme est sortie depuis 3 mois. On commence à s'y intéresser et les industriels également. Donc voilà, Madame Pitavet, j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Une autre question de Monsieur Fuentes. Est-ce que tu veux y répondre, Christophe? Alors, je pourrais y répondre si j'avais la réponse. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas la réponse. Est-ce que je peux alors traiter. Donc, est-ce que la S6000T aborde les problèmes de gestion de confidentialité des données? Dans la négative, avez-vous des documents normatifs à recommander? Donc, aujourd'hui, la S6000T, elle n'aborde pas cette gestion de confidentialité des données. Mais tout d'abord parce que c'est souvent des contraintes qui sont liées à des organisations ou à des nations. Donc, on va prendre, par exemple, on prend la confidentialité des données au niveau OTAN. C'est spécifique OTAN. Voilà, ça va pas s'appliquer aux données purement américaines, ça va pas s'appliquer aux données purement françaises. Donc aujourd'hui, je dirais que la S6000T pourrait pas traiter chaque spécificité de confidentialité de données, donc c'est pas son objet. Maintenant, si j'ai des documents normatifs à recommander, je pense que là aussi, nous on a travaillé sur pas mal de projets confidentiels défense, soumis à export control ou ITAR, des restrictions américaines. Évidemment, mais chaque projet, chaque programme, chaque nation, chaque organisation a ses propres contraintes. Donc moi, j'ai pas de recommandations à faire précisément là-dessus, mis à part de dire, consultons les bons documents, les bonnes contraintes avec nos bureaux de sécurité qui s'appliquent aux différents projets. Voilà, même chose, Monsieur Fuentes, si vous voulez qu'on échange plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter aussi. Voilà, je crois que nous avons aussi encore d'autres questions. Christophe, je te laisse prendre la main sur la question suivante. Alors, tu peux la lire parce que je la vois pas. Oui, je la lis alors. Un instant, est-ce que j'ai perdu le… Ouais, je crois que j'ai perdu. J'ai plus le fil des questions en fait. Ok. Je te tends. Bon, sinon c'est pas grave. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça revient. Oui, voilà. La question suivante, c'était donc justement comment sont échangées les données. Voilà, quel est le format exact? Ça, Christophe, je peux vraiment te laisser répondre. Le format des données, j'avais un petit peu abordé tout à l'heure, mais effectivement, les données sont échangées entre les différentes spécifications via des messages des bases en XML. Donc, le XML, c'est un langage structuré qui est très, très utilisé, notamment dans la 1000D depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est comme ça que sont échangées les données. La 2000M n'était pas encore en version XML il y a de ça très peu de temps. Et la nouvelle version, la version 6, le passage à la version 6 de la 2000M a fait que maintenant, tout le monde parle XML. La seule spec qui n'a pas de données, qui n'échange pas de données actuellement,
c'est la S4000P sur maintenance préventive, parce qu'en fait, les données sont saisies, on va dire, dans la partie S3000L. Voilà. Merci Christophe. Et donc une dernière question également, on nous demande si cette norme est déjà appliquée aujourd'hui sur des projets. En tout cas, pas sur des projets LGM. En tout cas, comme je disais à Madame Pitaval, comme je répondais à la première question de Madame Pitaval, aujourd'hui, pas encore. Mais évidemment, nous, on est prêts. À savoir que nous sommes impliqués dans la S6000T, dans l'écriture de la S6000T depuis aujourd'hui 3 ans. Donc, on a eu le temps de s'approprier la norme. On a eu le temps d'en prendre connaissance, même avant qu'elle ne soit publiée. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est assez confiant de pouvoir la déployer rapidement sur des projets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Donc, on va probablement clôturer maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intérêt dans cette web-série Training Média. Il y a encore 4 épisodes à suivre jusqu'à fin juillet, donc tous les jeudis à 11h. Les prochains épisodes porteront principalement sur les médias, différents médias innovants, médias plus classiques, voir un peu, justement, comment on peut aussi améliorer ces cours présentiels, tous ces médias innovants, les médias immersifs. Donc ça sera l'objet des prochains épisodes. Et le dernier épisode portera principalement sur les phases implementation et evaluation de la méthodologie ADDIE. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. Nous restons, Christophe et moi, disponibles. Voici d'ailleurs nos données de contact, nos deux emails. Voilà, et vous recevrez le replay de la vidéo automatiquement par email également, donc vous pourrez le reconsulter. Voilà, Christophe, je te laisse le mot de la fin. Au revoir à tous. Je vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup pour l'invitation, Gilles, et au plaisir de reparler avec vous de ces sujets passionnants que sont les S-Series. Bonne journée.